Je ne sais pas si tu Comme connais c'est petit, la belle Adèle qui est là. Adèle Gallois. Elle est un peu notre historienne du plateau. Et elle va intéresser beaucoup Jean-Joseph, bien entendu. Et elle va t'intéresser parce que ce que tu sais pas, Adèle, c'est que le restaurant de Philippe s'appelle le Anne de Bretagne. Ah, justement. Alors justement, on va en parler. C'est On va parler coïncident, d'Anne de ça. Bretagne, mais avant, je voudrais vous présenter une copine à moi. Cette dame de trèfle qui, eh bien, elle aussi a ses mystères, parce qu'elle cacherait bien son jeu. C'est vrai, quand on l'observe de plus près, on voit de l'hermine sur l'ourlet de son manteau. Et mais tu as l'hermine, raison. c'est le symbole de la Bretagne, parce qu'il s'agirait originellement d'Anne de Bretagne. Sur la carte? Oui, enfin, en tout cas, une interprétation. Une interprétation d'Anne de Bretagne. Elle qui donc du coup, on ne le voit pas hein, sur cette carte, mais elle était toute petite, elle avait le pied beau, on en parlait tout à l'heure, Jean-Jacques, elle avait un physique, peut-être pas ingrat, mais bon. Alors, ça ne l'empêchera pas d'être le joker de son père, François II, qui compte sur le mariage de sa fille pour préserver le duché de Bretagne, puisqu'elle vient de là-bas, elle vient de Nantes. Hein, on parle d'Anne de Bretagne, mais bon, tu l'expliquais tout à l'heure, Jean-Seb, on est malgré tout... Bon, voilà, je vais pas refaire le débat. C'est sa capitale. C'est sa capitale, exactement. Alors donc, voilà, son père meurt en 1488 et laisse Anne de Bretagne totalement orpheline à seulement 11 ans. Et imaginez que du coup, elle a été obligée d'épouser le roi de France, Charles VIII, bien pour sceller une sorte de pacte de paix entre la France et le royaume de Bretagne. Elle devient donc reine pour la première fois à seulement 14 ans. Et bon, quand je dis obligé, contraint, très honnêtement, je pèse mes mots parce que le jeune homme Charles VIII était quand même, voilà, on le décrivait comme quelqu'un de très laid. Hein. Voilà, je vais dire les choses honnêtement. Vous êtes d'accord avec moi, Jean-Jacques? On l'a dit tout à l'heure. Jean-Joseph, pardon. C'était quelqu'un de très laid. C'était quelqu'un qui n'avait pas de culture. Il était peu vaillant, enfin peu vaillant. Assez rustre. Assez rustre, mais justement peu vaillant. Je vais peut-être revenir dessus. Tout dépend les domaines, puisque excusez-moi, mais si Christophe Colomb découvre l'Amérique en 1492, Anne de Bretagne, elle découvre les joies de la grossesse. Alors, je vous donne un chiffre. Je vous laisse méditer là-dessus. En 6 ans, elle a été enceinte pas moins de 6 fois. Avec toutes les conditions médicales de Elle a départ. fait 9 fausses couches dans sa vie. 9 fausses couches. Alors, avec son autre mari, dont je reviens sur lui juste après. Alors, donc voilà, donc énormément de grossesses. Et ça aurait pu continuer comme ça encore longtemps si son brillant mari ne s'était pas cogné mortellement la tête au château d'Amboise en 1498. Et alors là, c'est le soulagement. La voilà veuve, sans héritier. Elle revient très vite en Bretagne, la Bretagne qu'elle affectionne tout particulièrement. Et pourtant, figurez-vous qu'elle ne parle ni ne comprend le breton, cette Anne de Bretagne. Bien non, parce que son père préférait lui apprendre le latin, elle avait quelques notions de grec, et puis même, il lui apprenait les échecs. Alors ça, c'est rigolo parce que, eh bien, il voulait la divertir, mais aussi développer un peu son sens de la stratégie politique. Et il a bien fait. Il a bien fait, puisque la stratégie politique, elle la rattrape très très vite. Seulement 1 an après la mort de Charles VIII, elle épouse Louis XII. Bon là, un peu plus de bol quand même, il est plutôt pas mal, il est plutôt intelligent, ils sont très amoureux, c'est un peu les Kate et William du 15e siècle cette fois-ci. C'est un peu le Danny Wilde de l'époque. Voilà, ils sont très amoureux. Bon, ce sera encore 7 grossesses qui vont rythmer le vie d'Anne de Bretagne, c'est une vraie poule pondeuse. Hein. Sauf que, ça, voilà, Vincent est tout retourné. Non mais ça c'est l'émotion ça. Ça c'est le problème avec Vincent, dès que tu lui parles de poule, ça l'excite. Ça, paf, hop là, il veut la mettre dans la casserole. C'est la bouboule. Je vais te casser l'ambiance parce qu'il y en a que 2 qui ont survécu de tous ces enfants. Ouais, 2 filles, dont Claude, la reine Claude, la reine Claude, je te laisserai faire la blague tout à l'heure là-dessus, qui sera la future épouse de François Ier et qui, c'est elle qui va abandonner la Bretagne à la France après tous les combats de sa mère, qui heureusement était morte à 37 ans. Dont le cœur repose toujours à Nantes dans un magnifique écrin qui est vraiment un bijou sublissime. Donc voilà. Voilà, la belle histoire. Voilà Anne de Bretagne. Anne de Bretagne. Alors, c'est exactement ça. nous avons un très grand historien en plateau, en la présence de Jean-Joseph Julot de la radiophonie française, N'est-ce pas, notamment, là, Jean-Joseph. Oui. Tu Ah, mais je donne 20 sur 20, points. c'est absolument parfait, Ouais, tout est parfait. exact, tout est... c'est vrai que cette histoire d'Anne de Bretagne intervient quand même après, disons, le règne de Louis XI. Louis XI, c'est lui qui a commencé à centraliser la France. Vous savez, il a fichu en l'air Charles le Téméraire et sa Bourgogne, et puis il n'avait qu'un souci, c'était de coller la Bretagne à la France. C'est le début du jacobinisme. C'est le début du jacobinisme parce que, en fait, Charles VIII, effectivement, eh bien, va avec
aussitôt qu'il épouse Anne de Bretagne, la Bretagne est en France. C'est fait. En C'est 1532, effectivement. Mais la Bretagne, c'en est fini du Alors, duché Anne de libre. Bretagne va quand même essayer de récupérer un peu sa souveraineté lorsqu'elle sera l'épouse de Louis XII. Voilà, elle refait quelques pactes avec son époux. Elle part même en 1505 en croisade un peu partout dans le duché de Bretagne pour aller à la découverte des Bretons, etc. Il y a plein d'anecdotes sur ces voyages dans ces petits villages. Il y a quand même une petite anecdote aussi qu'il faut narrer, à laquelle il faut faire son sort. C'est qu'on dit que Anne de Bretagne avait tellement bien conservé ses privilèges que s'il y a gratuité des 4 voies en Bretagne, c'est à cause d'elle. Ce qui est faux parce que dans son testament, on n'a pas vu les 4 voies en Bretagne seront gratuites. Hein. Non, c'est le CELIB, le comité d'aménagement du territoire, qui a décidé vers les années 55-56 que ce serait à cause de l'éloignement de la Bretagne que les 4 voies seraient gratuites. Voilà, une petite légende qui tombe encore. Oui. Et figurez-vous qu'Anne de Bretagne, elle était, comme beaucoup de gens à l'époque, fan Anne naît dans le château familial des ducs de Bretagne à Nantes, une imposante forteresse. Elle y reçoit, avec sa sœur cadette Isabeau, une bonne éducation. Apprend à lire et à écrire le français, mais pas le breton. On lui donne aussi des notions de danse, de musique et de chant. Et elle adore la chasse aux faucons, loisir traditionnel des nobles. Chaque oiseau est dressé pour attraper le héron, la perdrix ou le lapin. Un beau jour, le duché est attaqué par les troupes du roi de France, Charles VIII, qui voudrait bien s'en emparer. Nantes est assiégée et la petite Anne a peur. Son père, François II, organise la défense de la ville qui résiste. Cette guerre folle, comme on l'appelle, se termine en 1488 par le traité du Verger, qui prépare l'union de la Bretagne à la France. Les filles du duc ne pourront se marier qu'avec l'accord du roi. Le 19 décembre 1490, Anne épouse Maximilien d'Autriche par procuration. Cela signifie qu'il n'est pas présent à la cérémonie. Mais le roi de France n'ayant pas donné son accord, l'union est annulée. Le 6 décembre 1491, nouveau mariage au château de Langeais, avec le roi Charles VIII cette fois. Pas d'autorisation à demander, puisque c'est lui l'époux. Dans une des salles, tu peux voir aujourd'hui la reconstitution de l'événement, comme si tu étais invité. Le 8 février 1492, dans la basilique Saint-Denis, la jeune femme est couronnée et sacrée reine de France. Elle ne pourra plus porter son titre de duchesse de Bretagne, mais dans son cœur, elle l'est toujours. Elle déménage tout le temps en fonction des déplacements de son mari. Loches, Plessis, Lyon, Grenoble, Moulins, Amboise. Elle met au monde plusieurs enfants, mais tous meurent en bas âge. La vie de la reine n'est vraiment pas très gaie. Veuve en 1498, sans héritier, Anne va se remarier avec le nouveau roi de France, Louis XII, qui a toujours été son ami. Elle est bien contente. En attendant, elle reprend son titre de duchesse de Bretagne, son blason et sa devise, plutôt mourir que déshonorer, et retourne à Nantes. Elle y retrouve ses proches, réorganise son duché sur le plan politique et fait venir auprès d'elle poètes et musiciens bretons. Le mariage avec Louis XII se déroule le 8 janvier 1499 à Nantes. Mais le roi doit bien vite partir, car la France est en pleine guerre d'Italie. Avec ses troupes, il s'empare de Milan, puis marche sur Gênes et Naples. Le conflit se généralise avec l'entrée en guerre des Suisses, des Anglais, des Espagnols. Victoires, défaites, trêves se succèdent jusqu'au traité de Dijon en 1513 que refuse de signer Louis XII, qui a perdu toutes ses conquêtes. Pendant ce temps-là, Anne donne naissance le 13 octobre 1499 à Claude, qui deviendra reine de France en épousant François Ier. La jeune mère séjourne le plus souvent au château royal de Blois, dont la décoration et les jardins montrent l'influence grandissante de la Renaissance italienne. Au moins 300 personnes sont à son service, dont des artistes comme l'enlumineur Jean Bourdichon, un virtuose. Sa collection d'objets d'art est alors la plus riche du royaume. Anne part en pèlerinage dans son duché. De Nantes, elle gagne Guérande, Vannes, puis Locronan, où elle prie Saint Renan,
de lui donner un fils, un héritier pour le trône de France. Chaque fois, les Bretons l'accueillent avec enthousiasme. Puis, elle s'arrête à Quimper et à Tréguier pour saluer Saint-Yves, patron de la Bretagne. Enfin, elle fait étape au château de la Hunaudet où on lui offre un grand banquet. Mais Louis XII trouve le temps long et elle doit rentrer bien vite. Ce pèlerinage de 1505 lui permet aussi de suivre les travaux qu'elle a entrepris depuis déjà 6 ans au château de Nantes. Elle ajoute 3 tours aux 4 existantes et agrandit le chemin de ronde. Puis, elle fait rehausser le grand logis et la tour de la Couronne d'Or. Y crée des balcons et des loggias directement empruntés à l'architecture italienne pour en faire une résidence plus accueillante. Aujourd'hui, tu peux encore le visiter. Il fait froid en cet hiver 1514 au château de Blois. La reine Anne vient de mourir. Son cœur est embaumé, placé dans un reliquaire d'or et transporté dans l'église des Carmes à Nantes. Les funérailles se déroulent dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, illuminée de milliers de cierges. Anne est ensuite inhumée à Saint-Denis. La reine est morte, crient les Bretons présents. Louis XII meurt l'année suivante, et tous deux reposent depuis dans un beau mausolée. Catherine de Médicis, Jeanne d'Arc, il y a toujours eu des figures féminines dans l'histoire. Comme vous en Bretagne, vous en avez eu une femme. C'est qui déjà Non, je vois pas du tout. Mais si, une qui s'est mariée avec 2 rois de France, c'est une duchesse même. Ah, Anne de Bretagne. C'est ça. Et c'est qui déjà les rois qui se sont mariés avec elle? Mais oui, mais qui est Anne de Bretagne? Souvent mentionnée dans les discussions mondaines, symbole de la Bretagne et de son indépendance, on connaît bien tout ça. Mais souvent, sa vie fait défaut aux plus érudits des Bretons. Né le 15 janvier 1477 de l'union entre François II, duc de Bretagne depuis 1458, et Marguerite de Foix, fille du comte Richard de Montfort, au château de Nantes, la petite Anne se voit dès que possible instruite. Danse, latin, calcul, histoire. Tout est fait pour offrir un bagage suffisamment important pour qu'elle puisse appréhender son hypothétique futur rôle, celui de duchesse de Bretagne. D'ailleurs, comme le voulaient les coutumes de l'époque, elle savait avant tout les intérêts de son père et le duché de Bretagne. En effet, la petite va être promise à plusieurs prétendants afin de garantir la sauvegarde d'alliances ou le maintien de la paix. Sa jeunesse se passe comme celle de tout noble, ne côtoyant qu'à quelques occasions ses parents et se voyant confier à des gouvernantes comme sa marraine, la comtesse Françoise de Dinan, ou à des précepteurs comme le poète de la cour de Bretagne et seigneur de Mortier, Jean Méchineau. C'est en 1488 que la jeune Anne prend la tête de la Bretagne suite au décès de son père, François II. Dit comme ça, la succession semble facile, mais pas du tout. Anne fait une partie de la dynastie des Montfort, une famille importante de Bretagne qui prend racine au XIe siècle. Et dans cette famille, les lois vis-à-vis de la succession sont celles du traité de Guérande de 1365. Le traité prévoit que la succession se fera uniquement de mal en mal. Cependant, la dynastie Montfort n'a pas d'héritier mâle. Et François II, n'ayant pas eu de fils, craint que la Bretagne passe directement à la France, car Louis XI avait acheté le droit de la branche Penthièvre, autre branche pouvant prétendre à hériter de la Bretagne si la dynastie Montfort ne peut pas assurer la succession. Alors, le duc fit reconnaître sa fille en tant qu'héritière par les États de Bretagne. Les États de Bretagne sont une sorte de cour suprême qui gère un petit peu tout sur le territoire. Cette décision, comme on aurait pu s'en douter, ne va pas plaire à tout le monde. Mais pourtant, Anne devient bel et bien duchesse de Bretagne. Avant de mourir, François II avait chargé le maréchal de Rieux, Jean IV, de marier sa fille. Le roi de France, quant à lui, chercha à être le tuteur de la jeune fille. Chose qui lui fut refusée, faisant monter encore les tensions entre les deux puissances. A savoir que les deux pays venaient de sortir d'une guerre, la guerre folle. Une guerre entre plusieurs puissances qui dura de 1485 à 1488. Cette guerre méritera un épisode tant il est complexe à appréhender. Mais pour faire court, des nobles en mal de reconnaissance vis-à-vis d'Anne de Beaujeu, la régente en France, le duc François II qui cherche à contenir le pouvoir des Français sur le duché de Bretagne, et des rébellions en Bretagne. C'est un petit peu le bordel. Cependant, Anne refuse les propositions de mariage de son tuteur, ce qui crée quelques dissensions. Pourtant, Anne œuvre elle aussi au désir de son père.
Elle lui avait promis, avant qu'il meure, de ne jamais céder la Bretagne à la France. Cette promesse anima sa décision de se marier par procuration à Maximilien Ier d'Autriche, prétendant au trône impérial du Saint-Empire romain germanique. Mais le roi de France, ne voyant pas cela d'un œil bienveillant, déclare la guerre à la Bretagne, car ce mariage ne correspondait pas aux règles du traité du Verger mettant fin à la guerre folle, stipulant que le roi de France a son avis à donner sur le mariage de la princesse. La guerre éclata donc, alors que les alliés de la reine et son mari étaient occupés ailleurs. La duchesse va aller de défaite en défaite face à la France, jusqu'au point final, en 1491, où la ville de Rennes où se trouve la duchesse se rend. Anne accepta suite à cela d'épouser le roi de France, le 6 décembre 1491, avec la malédiction du pape Innocent VIII. Alors en fait, qu'elle est déjà mariée avec Maximilien Ier, comme je vous l'ai dit avant. Mais c'est pas très grave, le pape va juste antidater la déclaration d'annulation du dernier mariage. Le contrat de mariage fait de Charles VIII un duc de Bretagne. En plus de cela, il y est stipulé que la duchesse ne pourra épouser que le successeur du roi de France au cas où ce dernier meurt. Cependant, le contrat n'étant qu'une union personnelle, la duchesse retrouva l'entière possession de la Bretagne à la mort de ce dernier. Ah oui, et chose positive, comme le stipule le contrat, la France et la Bretagne sont en paix. Anne se voit devenir reine de France en 1492, suite à son couronnement à Saint-Denis. Une première. Pourtant, au sommet de la pyramide de l'époque, Anne perd ses pouvoirs. Elle perd même le droit de se faire appeler duchesse de Bretagne. Mais ça ne va pas l'empêcher d'être très active au lit. Je sais pas si je vais la garder celle-là. Ainsi, la reine eut de nombreux enfants, mais qui moururent pour la plupart jeunes. Charles Orlando de France né le 11 octobre 1492 est mort à l'âge vénérable de 3 ans. Puis Charles de France, né le 8 septembre 1496, qui fit le bonheur de son père pendant un mois. Ensuite, on retrouve Anne, une superbe fille, née le 20 mars 1498, qui quitte ses parents quelques semaines après. Les enfants, ils nous quittent si vite. Et en plus de ça, la duchesse a eu 2 fausses couches. La joie. En 1498, Charles VIII meurt courageusement, à l'âge de 28 ans. Le petit homme se cogna la tête à un linteau de porte en amenant Anne de Bretagne dans les douves du château d'Amboise afin d'assister à un jeu de paume. La maladresse ne semble pas grave sur le moment, et le roi assiste accompagné de son épouse au jeu. Cependant, il perd connaissance durant la partie. Le roi est posé sur une paillasse. Les gens n'osent pas le conduire à sa chambre. En l'espace de 11 heures, le roi meurt, certainement dû à une hémorragie cérébrale. Ainsi, Anne retrouve son statut de duchesse à l'âge de 21 ans. Afin de marquer le coup, elle fait battre monnaie et offre un impôt à son peuple. Avec plus d'assurance, Anne va se lancer dans les négociations de son futur mariage avec Louis XII, fils de Charles d'Orléans, comme lui obligeait le dernier contrat. Puis, le 13 octobre 1499, bonheur, elle donne naissance à Claude, une fille. Puis vient compléter l'arbre familial en 1510, une petite fille au doux nom de Renée. Claude se voit fiancé à François d'Orléans, futur François Ier, et ce, malgré la désapprobation de la reine, qui souhaite la marier à Charles Quint, afin de nouer des liens entre l'Espagne et la Bretagne. Par la suite, Anne fit le tour de la Bretagne. Bien qu'elle ne parle pas breton, cela fut très apprécié par son peuple. Elle festoie avec les nobles, rencontre le peuple, et fait le tour des lieux de pèlerinage bretons. Un peu le Club Med Cato quoi. Puis, fatiguée par ses nombreuses fausses couches, par la mort de 6 de ses enfants, mais aussi par la honte de la mort de Charles VIII, c'est peut-être pas ça, mais je pense que c'est quand même une raison. Mais surtout malade, la pauvre Anne s'éteint le 9 janvier 1514. La duchesse a souffert durant de nombreux jours. Crachats de sang, vomi, fièvre intense, douleurs insupportables. Tout cela était dû à cause d'une maladie qui était peu connue à l'époque, les calculs rénaux. Le corps de la duchesse fut exposé durant 9 jours durant sur son lit de mort. Chose incroyable, pour les contemporains de l'époque, elle ne sentait pas mauvais, effet naturel causé par la dégradation du corps. Ils mirent cela sur le coup d'un miracle, mais en fait, Anne était morte l'hiver. Le 9 janvier, avec le froid, le corps se conservait bien mieux. Suite à quoi, un immense cortège, composé de la cour de France et la cour de Bretagne, accompagna la duchesse à sa dernière demeure, Saint-Denis. 40 jours de funérailles en l'honneur de la reine eurent lieu. Le roi souhaite marquer les esprits et montrer le lien entre la France et la Bretagne. Ce deuil est le symbole aussi de l'attachement du peuple à la duchesse. La duchesse est donc inhumée à la nécropole de Saint-Denis. Cependant, en accord avec ses dernières volontés, son cœur est placé dans un écrin en or et ramené au tombeau qu'elle a fait ériger pour ses parents à Nantes. Louis XII ne se retrouve qu'usufruitier et non propriétaire de la Bretagne comme l'avait voulu la défunte. Cependant, contrairement à ce que le contrat stipulait, c'est Claude qui prend le pouvoir en Bretagne, au détriment de René qui semble inintéressé par cette fonction et se consacre plutôt à la religion. Mais Claude ne gouvernera jamais vraiment la Bretagne, sans doute victime de manipulation de la part de son mari. Elle donne l'usufruit du duché à son mari en échange de quelques territoires mineurs et de titres dont elle n'a pas la propriété. En fait, elle doit attendre la mort de ceux qui ont les titres pour pouvoir les avoir.
un petit peu con. Suite à cela, le roi de France rend le pouvoir du conseil breton caduc, puis prend la propriété du duché. Suite à la mort de Claude, François entérine l'union de sa propre décision. Et voilà, maintenant vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur la duchesse. Ah oui, elle s'est mariée avec Charles VIII en 1491 et Louis XII en 1498. Ah, merci, c'est donc ça. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote très cocasse à ce sujet. Je m'en suis foutu partout. Oui, Charles VIII, savez-vous comment il est mort? Non, allez-y, dites-moi. Elle s'est pris un linteau de porte le bougre. Si Anne est de Bretagne, ce n'est pas d'abord par l'hérédité. Son père François II a plutôt connu la Touraine et l'Anjou, tandis que sa mère Marguerite de Foix vient du Béarn et de l'Espagne. Et c'est par un premier mariage avec Marguerite, de Bretagne cette fois, que François II a acquis le duché. Anne voit le jour au château de Nantes le 25 janvier 1477 et va grandir là. Elle passera pour plutôt intelligente et raffinée, déterminée et généreuse. Mais le duché attire les convoitises du royaume de France, c'est la guerre folle. Son père François II meurt peu après sa défaite, à Saint-Aubin-du-Cormier en 1488. Anne n'a que 11 ans quand elle devient duchesse de Bretagne, et seulement 14 quand elle doit épouser son vainqueur français Charles VIII et le suivre hors de Bretagne. Quand on décide qu'elle deviendra duchesse de Bretagne, donc en 1485-1486, elle n'a pas 10 ans, elle a 8-9 ans. Effectivement, c'est une enfant qui est prise dans la tourmente, dans le vent de l'histoire. Et elle fait ce qu'elle peut. Je dirais même qu'au départ, elle ne peut rien, elle subit, quoi. C'est aussi le jeu des alliances, c'est-à-dire que les mariages, ça servait à ça. Ça servait en fait à gérer les frontières, les pouvoirs. Donc rien d'original dans cette situation-là. La mort du roi, sans enfant vivant, la renvoie en Bretagne, qu'elle va se réapproprier en y redevenant simple duchesse, jusqu'à redevenir reine de France en 1499 par son remariage avec Louis XII. Un mariage qu'elle conditionne à la restauration des droits sur son duché, et cette indépendance d'esprit va même l'amener en 1505 à faire un très dévot tour de Bretagne, sa dernière présence dans le duché qui contribuera à créer sa légende populaire. Pendant ce temps autour d'elle, le monde change, l'Occident médiéval et multiculturel va bientôt laisser place à une Europe chrétienne, sans forcément s'en rendre compte. Anne vit à un moment charnière de l'histoire. L'époque est très intéressante parce qu'elle est à la frontière entre le Moyen-Âge et puis les temps modernes, ce qu'on va appeler bien plus tard évidemment la Renaissance. Donc c'est vrai qu'on oublie souvent de préciser qu'elle est contemporaine de Christophe Colomb, de Machiavel, qu'elle est contemporaine donc évidemment de la découverte des Amériques. C'est un moment effectivement très particulier de l'histoire, mais bon, est-ce qu'elle en avait elle conscience ? C'est évidemment difficile de répondre à ça. Claude, sa première fille, épousera François Ier le novateur, tandis que Renée, sa seconde, adhérera à la nouvelle religion, le protestantisme. Anne ne verra pas le rattachement définitif de la Bretagne à la France en 1532. Elle meurt à Blois le 9 janvier 1514 et sera inhumée avec son époux à la basilique Saint-Denis, là où elle avait été sacrée reine. Mais selon sa volonté, son cœur, lui, ira reposer auprès de ses parents, à Nantes, en Bretagne. Alors, ce chœur d'Anne de Bretagne est exceptionnel en ce sens qu'il a plusieurs facettes. C'est un écrin qui a effectivement contenu le chœur. À la mort d'Anne de Bretagne, donc le 9 janvier 1514, on garde le chœur que l'on embaume. On embaume également le corps et à partir de ce moment se déroulent les funérailles, mais le chœur est vraiment présent. Il va être mis dans un écrin. Elle va être enterrée en tant que reine de France à Saint-Denis, comme cela se doit. Mais elle est attachée également à son pays de Bretagne, attachée à ses parents. Et elle va donc demander expressément que son cœur soit déposé dans le tombeau de ses parents, François II et Marguerite de Foix, au couvent des Carmes à Nantes. La préparation de cette exposition a été l'occasion d'un vaste travail de recherche scientifique qui n'avait jamais été mené jusqu'à présent, puisqu'il s'agit d'une sorte de scanner 3D, mais réalisé à partir de photographies très haute définition, avec cette modélisation 3D, tout à chacun, comme si vous le teniez en main, avec en plus
une prise en main du matériel 3D très simple, qu'on a vraiment voulu facile pour tous, eh bien, vous pouvez l'ouvrir, le fermer, le regarder de près, de loin, au-dessus, au-dessous, bref, vous pouvez comme le tenir en main. Les cœurs reliquaires en or, il n'y a eu que celui-ci. En soi, déjà, c'est un objet unique. Ensuite, il est vrai que l'orfèvrerie médiévale a pour beaucoup disparu, tout simplement parce que le métal précieux a souvent été refondu. Et d'ailleurs, cet écrin a failli être purement et simplement fondu pendant la Révolution. Ce qui l'a sauvé, c'est la qualité de sa réalisation. Le 15 novembre 2013 a été réalisée une étude encore inédite du reliquaire du cœur d'Anne de Bretagne, pièce majeure des collections du musée d'Aubray. Sur l'invitation du pôle scientifique de Grand Patrimoine, une équipe d'experts du laboratoire archéosciences de l'Université de Rennes est intervenue. C'est avec un dispositif de très haute technologie et sous le regard attentif de nos conservateurs que l'opération s'est déroulée sur plusieurs heures. M. Guirec-Quéré, ingénieur de recherche, nous explique en détail le procédé utilisé. Nous avons analysé le reliquaire du cœur d'Anne de Bretagne avec un spectromètre de fluorescence X portable. C'est un appareil qui permet de faire des analyses chimiques des objets, qu'ils soient en métal dans le cas du reliquaire, mais ça peut être des objets en pierre, en céramique, des scories métallurgiques, etc. Donc c'est un appareil qui est basé sur un principe physique qu'on appelle la fluorescence X, c'est-à-dire qu'il envoie des rayons X sur la matière que l'on souhaite analyser. La matière réagit à ces rayons X en réémettant des rayons X secondaires qui sont caractéristiques de la matière que l'on analyse. Ça nous permet de faire des analyses qualitatives, reconnaître les éléments chimiques qui sont présents dans la matière et leur quantité, donc des analyses quantitatives, déterminer la proportion de ces éléments. Alors dans le cas des métaux, de l'or par exemple, ça nous permet de voir l'existence de l'or comme élément majeur, mais également des éléments qui sont mineurs, qui sont souvent liés à la métallurgie et à même le minerai, c'est-à-dire présence d'argent en quantité mineure, de cuivre, d'autres métaux, de zinc, etc. Et d'autres éléments comme le mercure qui, là, vont donner des indications sur l'aspect technique, technologique. L'analyse réalisée a permis l'obtention de précieuses informations, nous permettant de mieux connaître cet objet unique. Les analyses ont permis de confirmer certaines hypothèses, mais aussi nous ont tout d'abord permis de vérifier la qualité de l'or et la pureté de l'or qui a été employé pour la réalisation du cœur d'Anne de Bretagne. Ces analyses ont également permis de mettre en évidence des sous-ensembles cohérents et partant en fait les différentes étapes de la réalisation justement de cet écrin du cœur d'Anne de Bretagne. Première étape, ce qui fait vraiment le cœur ou l'âme de cet écrin, ce sont les deux coques. Les deux coques qui sont en fait en or quasi pur, 90% d'or, sur lesquelles on est venu ajouter des éléments décoratifs. En premier lieu, les lettres, qui font toutes 85% d'or, puis la cordelière, cette corde ici, 85% d'or également, et dernier temps, on y a ajouté des nœuds qui, eux, ne font que 80% d'or. Mais c'est l'analyse des surfaces qui a également apporté, je dirais, les informations les plus inattendues et les plus importantes en même temps. Tout d'abord, nous avons analysé les taches. Celle-ci, on voit une tache sombre. Eh bien, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait d'importantes traces de plomb et de fer. Eh bien, c'est tout simplement un transfert de matière. L'écrin en or était dans des boîtes en plomb et en fer, il était scellé dans des boîtes en plomb et en fer, et en fait ce sont tout simplement ces boîtes qui ont rouillé, et la rouille s'est déposée sur le cœur. On sait par ailleurs que également ce nœud juste ici, en surface, contient beaucoup de plomb. En fait il frottait, l'écrin en or frottait contre la boîte. Et on sait grâce à cela exactement comment il était placé justement dans ces boîtes en fer et en plomb. Sur l'autre face, nous avons également
analyser la tâche. Alors une tâche qui ressemble vraiment à la précédente, à ceci près qu'elle est beaucoup plus foncée en bas. Et là, outre le plomb et le fer, les analyses ont permis de mettre en évidence la présence de mercure. Et le mercure, eh bien, on en a retrouvé également des traces dans le tombeau d'Anne de Bretagne à Saint-Denis. Et l'on sait par les traités techniques du Moyen-Âge que le mercure faisait partie de la composition des techniques d'embaumement des corps. Et en fait, eh bien, c'est tout simplement ici, vous avez le liquide d'embaumement qui a coulé par le trou qui se trouve là. Ce qui signifie en fait qu'on a la même composition, le même liquide, la même solution qui a servi à embaumer le cœur d'Anne de Bretagne et son corps. Ce qui signifie donc que vraisemblablement c'est le même embaumeur qui a travaillé sur le corps et sur le cœur d'Anne de Bretagne. Alors une des incidences directes, c'est que par exemple, des incidences directes de ces analyses, c'est que pour l'exposition, on pensait faire nettoyer le cœur et retirer ces taches. Eh bien, on va les laisser puisque ces taches nous apportent énormément de renseignements sur l'histoire de l'écrin. Mais c'est un bleu gris dans le... Cette analyse s'intègre dans une démarche d'étude du reliquaire du cœur d'Anne de Bretagne menée sur plusieurs mois en 2013 et 2014. La restitution de cet important projet scientifique sera dévoilée dans le cadre de la célébration des funérailles d'Anne de Bretagne. Une exposition exceptionnelle, réalisée par les équipes de Grand Patrimoine, sera présentée à l'été 2014 au château de Châteaubriand. Retrouvez prochainement une nouvelle étape de cet ambitieux projet, la numérisation du cœur et de la couronne. Des maths, et bienvenue dans cette réaction un peu à chaud du coup sur le vol de l'écrin contenant le cœur d'Anne de Bretagne, donc le reliquaire voilà, qui a été volé la semaine dernière. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour les Bretons, le vol du reliquaire, c'est un peu comme si on volait les joyaux de la couronne anglaise. Et d'autant plus, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est quand j'ai lu que, visiblement, ce serait pour fondre l'or, pour tout simplement récupérer voilà, l'or. Donc petite vidéo à chaud, je rappelle, c'est vraiment, j'ai rien écrit, c'est comme ça, c'est pour, voilà. Donc je vais expliquer vite fait l'historique de cet objet, en parlant un petit peu d'Anne. Donc Anne, fille de François II, donc le duc qui a perdu à la bataille de Saint-Thomas-du-Cormier contre les troupes françaises en 1488, et avant sa mort a fait promettre à Anne d'essayer de défendre le duché du mieux qu'elle peut. Seulement François II a signé le traité du Verger, donc avec Charles VIII, le roi de France, traité qui stipule que le roi de France choisit en fait avec qui va se marier l'héritière du duché. Donc en l'occurrence, il choisit de se marier avec elle. Comme ça, c'est plus simple. Anne va quand même se défendre jusqu'en 1491 en essayant de faire des alliances avec Maximilien d'Autriche notamment, et qui ne vont pas vraiment aboutir, et elle va être obligée de se rendre donc après que Rennes ait été assiégée, et elle va être obligée donc de se marier avec Charles VIII. Charles VIII qui va en 1498, il me semble, se cogner la tête sur un linteau de porte, ce qui va le conduire à la mort. Et voilà, Anne, à nouveau libre, donc elle va revenir au duché, elle va essayer de restructurer un petit peu donc, la cour du duché, et elle va se remarier avec Louis XII, donc, qui avait lui-même combattu à la bataille de Saint-Thomas-du-Cormier du côté des Bretons. Fait intéressant. Et en tant que Bretonne, elle avait son petit caractère, et notamment lorsque Louis XII lui a fait comprendre qu'elle allait marier sa fille aînée, Claude, avec François, donc le futur François Ier, Anne, qui n'était pas d'accord avec lui, est partie en Bretagne faire une sorte de Trobrize. C'était pas le Trobrize, mais elle s'est baladée un peu partout en Bretagne pour retourner dans son duché, pour rencontrer donc les acteurs du duché. Donc Anne revient en Bretagne, voilà, et Anne meurt en 1514. 4 mois donc avant que le mariage de sa fille Claude soit célébré avec François Ier, qui lui ne va pas du tout respecter les clauses établies par Anne de son vivant. Ce qui va mener petit à petit au rattachement en 1532. Sauf que dans son testament, Anne demande à ce que son cœur soit près de ses parents, notamment du tombeau de François II, donc son père, elle a fait construire un tombeau qui était dans la chapelle des Carnes à Nantes, et elle veut que son cœur soit à côté donc, de son père, dans le tombeau. Nantes, qui je le rappelle, était la capitale politique du duché, dans la mesure où c'est là que les ducs, donc la dynastie des Montfort, à part Jean IV le premier, avaient établi leur résidence, avec le château des Ducs à Nantes. C'est donc à cette occasion que ce petit bijou d'orfèvre est créé, donc cet écrin en or, dans lequel on met le cœur d'Anne, qui va donc reposer à Nantes.
tandis que son corps va être enterré à la basilique Saint-Denis, donc avec les rois de France dans un magnifique tombeau. À la Révolution française, il va être exhumé donc par la Convention nationale dans le but de le fondre, ce qui ne va pas être fait finalement devant la beauté et la qualité de ce travail sur cet objet. Ils vont décider de le garder. Voilà. Alors que le corps d'âne, donc dans la sépulture à la basilique Saint-Denis, à Paris, va être jeté dans une fosse commune avec tous les autres souverains du lieu. Il va ensuite être rendu à la Bretagne en étant exposé au musée de Loire-Inférieure, puis il va passer au musée d'archéologie avant d'arriver au musée d'Aubray, donc à partir de 1896, jusqu'à la semaine dernière où il a disparu pour être fondu. Donc ce qu'il y a à dire sur le sujet, c'est que c'est vraiment très symbolique. C'est très symbolique parce que c'est un objet déjà magnifique, d'un énorme travail d'orfèvrerie, et ensuite un des objets les plus précieux liés à l'histoire de Bretagne. Et on peut remarquer que des objets très importants comme celui-là liés à l'histoire de Bretagne, il n'y en a pas énormément. Et c'est quand même super lourd de tout voir disparaître petit à petit. Donc ce qui pose certains problèmes importants de sauvegarde du patrimoine breton. C'est quand même assez rageant de voir tous les objets historiques bretons, tout le patrimoine disparaître petit à petit, comme ça. On a déjà eu une grosse vague donc, de destruction à la Révolution française. Ces objets qui disparaissent font disparaître aussi la mémoire collective. Voilà, on n'a plus l'objet, on perd un lien avec le passé. Et moi je trouve ça vraiment honteux, ça m'énerve au plus haut point. Donc je pense qu'il serait vraiment important en fait d'avoir un organisme officiel qui s'occupe de la sauvegarde du patrimoine historique breton. Parce que tout ce qui est fait en Bretagne, c'est juste fait par des associations, c'est juste fait par des privés qui essayent de se débrouiller comme ils peuvent pour sauvegarder des choses. Et ça manque vraiment de quelque chose d'officiel pour sauvegarder le patrimoine breton qui disparaît petit à petit et qui enlève cette page de l'histoire de l'humanité. Rien que se dire que cet objet va ou a déjà été fondu pour récupérer l'or, un objet pareil, d'une valeur inestimable, c'est presque comme enlever le peu d'âme qui reste à la Bretagne. Voilà. Et ça me gonfle. Franchement, ça me gonfle. Donc voilà, c'était ma petite réaction sur une vidéo complètement improvisée. Hein. J'ai pas fait de texte, hein. J'avais juste envie de réagir comme ça, à chaud. Merci de l'avoir regardé, merci de me suivre, et je vous dis trugaré à Kenavo. Quand le malheur et la peine, duchesse Anne devint reine, croyant que la royauté sauverait son beau duché, c'est ça qu'elle aurait voulu, Corky Gwen. C'est ça qu'elle aurait voulu, Corky Gwen, Corky du. À l'occasion du 5e centenaire de la mort d'Anne de Bretagne, le département propose une exposition exceptionnelle de son écrin funéraire. Fabrication, disparition et enfin numérisation, tous les mystères entourant cette pièce extraordinaire sont à découvrir au château de Châteaubriand. Et là, il s'est stabilisé, c'est très bien. Voilà. Je crois qu'on peut féliciter mes collègues quand même qui l'ont accroché. Voilà. L'équipe de Grand Patrimoine est très fière d'avoir produit cette exposition puisqu'elle nous permet en fait de nous inscrire dans une longue tradition d'étude de cet objet. Depuis le 19e siècle, les conservateurs du musée d'Aubray l'étudient. On apporte aussi notre pierre à l'édifice par les analyses scientifiques qui sont faites, par une muséographie renouvelée. On apporte nous aussi quelque chose à la connaissance de cet objet, on la renouvelle. Donc on est extrêmement fiers de proposer ça gratuitement au public pour cette exposition. Regardez cela. Ça, c'est une vision que vous n'aurez jamais de l'écrin. Il est très rarement ouvert. Pour la première fois, les visiteurs de l'exposition vont pouvoir manipuler en 3D cette pièce emblématique. Une modélisation qui a permis d'établir avec exactitude les conditions de sa fabrication. Il se trouve qu'il existe depuis le Xe siècle une pratique qui est la séparation des entrailles, ce qui permet aux souverains de pouvoir montrer leur attachement à un couvent, à une ville, à une principauté, en y déposant son cœur. C'est être à la fois sur l'émerveillement et l'apprentissage. Il y a toute une histoire qui s'est passée autour de ce cœur et c'est important, je pense, que les habitants de Loire-Atlantique et ceux qui sont intéressés par cette histoire puissent venir visiter cette exposition.
Manuscrits, peintures, monnaies, objets d'art et sculptures, près de 80 œuvres sont à découvrir jusqu'au 27 septembre 2014 autour du coffret en or. the earth stops revolving or light fades away.
treasure each moment I'm with you, my love, till the raindrops stop falling, the wind never blows, till the mountains are tumbled, till the seas far below, till the stars lose their sparkle and the ice melts away. I will love you forever, I will love you always, till the moment when the sky's no longer blue. Until then, you know, I'll still believe in you. Anne de Bretagne est la première reine médiatique de France. Au fil de sa vie, elle a su jouer de son image pour asseoir son pouvoir. Entre Moyen-Âge et Renaissance, Anne sait manier les symboles et le portrait. À la mort de François II, son père, en 1489, elle devient duchesse de Bretagne. Elle conserve alors les symboles de son père pour affirmer son pouvoir, la cordelière et la moucheture d'hermine. Le motif de la corde à nœuds de Saint-François, dite cordelière, devient le symbole du lien entre les derniers ducs et duchesses de Bretagne qui l'associent à leur propre initiale. Le F, couronné, pour François II, que l'on peut observer sur son tombeau, et le C, couronné pour Claude, la fille d'Anne de Bretagne, visible au château de Blois. Anne associera également la cordelière à son initiale, le A couronné, dans un style particulier immédiatement reconnaissable. Il peut être assimilé à une signature personnelle. C'est en 1491, lorsqu'elle épouse le roi de France Charles VIII, qu'Anne accole les lys royaux aux mouchetures d'hermine du duché de Bretagne. Elle conservera ses armes de mariage jusqu'à la fin de ses jours, comme ici, sur ses vêtements. La couronne ducale, associée à la couronne royale, souligne le double règne d'Anne, sur la Bretagne en tant que duchesse et sur la France en tant que reine. Au travers de ces symboles, l'individu, la personne d'Anne de Bretagne, s'affirme peu à peu. À la fin du Moyen-Âge, le portrait devient un genre autonome de plus en plus présent dans l'espace public. L'image personnelle du souverain devient un moyen de communication. Les portraits d'Anne de Bretagne se multiplient. Sa personne est également mise en scène à sa mort. La reine de France, au travers du corps d'Anne, est enterrée à Saint-Denis, alors que le cœur de la duchesse est déposé à Nantes, au couvent des Carmes. Cet écrin du cœur d'Anne de Bretagne, je dirais que c'est le dernier outil, mais l'outil ultime de la communication mise en place par Anne de Bretagne durant tous ses différents règnes, l'outil ultime de mise en valeur, de mise en scène de sa personne. Là, cette fois-ci, sous un angle charnel, il s'agit bien de son cœur physique qu'elle souhaite envoyer à Nantes. Et ce cœur, sur le plan symbolique, montre son attachement effectivement à la Bretagne et à Nantes en particulier. Ce n'est pas pour rien qu'elle souhaite envoyer à ses fidèles sujets, à ses amis les Bretons, son cœur. Ça montre cet attachement. Et puis, au-delà même du cœur physique de ce symbole, vous avez d'autres éléments de communication qui se retrouvent. En premier lieu, la couronne qui vient au-dessus de l'écrin. Là, nous avons une couronne royale, une couronne reconnaissable à ses fleurs de lys. C'est donc bien le cœur de la reine de France que les Nantais reçoivent. Mais autre point extrêmement important, c'est que cet écrin en or est bordé par cette corde à nœuds que l'on appelle une cordelière. Cette corde à nœuds, en fait, elle la tient de son père, François II, dernier duc de Bretagne. Et en fait, tout simplement, elle montre sa filiation avec les ducs de Bretagne. C'est certes la reine de France, mais c'est aussi la fille du dernier duc de Bretagne. Et par ailleurs, cette corde à nœuds, on va également la retrouver sur beaucoup de symboles, sur beaucoup de supports de communication de la fille d'Anne, la reine Claude, puisque Claude, elle aussi, va être l'héritière, la duchesse souveraine de Bretagne, et en tant que telle,
elle va utiliser cette corde à nœud. Ainsi, on a vraiment là une synthèse de tous les éléments de communication mis en place par Anne de Bretagne. Elle est la reine de France, elle est aussi la duchesse des Bretons, et elle met en scène sa propre personne. On a là effectivement une reine, la première reine médiatique, où elle passe des symboles médiévaux, l'emblématique médiévale, à la mise en scène de sa personne, avec carrément là une mise en scène ultime, avec ce transfert de son cœur. Il ne pèse que 407 grammes, mais c'est pourtant tout un symbole qui est exposé au château royal de Blois. En 1514, la reine Anne de Bretagne meurt à Blois. Son cœur, séparé de son corps, est alors placé dans cet écrin en or, puis déposé dans le tombeau familial à Nantes. 5 siècles plus tard, il revient à Blois pour la première fois. C'est un objet donc destiné à enfermer le cœur de la reine, qui est en or très pur, à plus de 90% d'or, formé de 2 coques qui sont assemblées ensemble, qui portent une couronne qui rappelle que Anne de Bretagne a été 2 fois reine de France. Il est tout à fait exceptionnel et même unique que ce soit un objet confectionné en or et aussi travaillé avec une inscription qui exalte les vertus de la reine. Les visiteurs peuvent également admirer plusieurs manuscrits racontant les funérailles royales, des funérailles fastueuses qui dureront 1 mois, l'occasion de se plonger dans l'histoire passionnante d'une reine considérée comme la princesse de la Loire. C'est beau, c'est émouvant, en plus, c'est très émouvant. C'est joli, la couronne est très bien faite. Je ne connaissais pas son parcours, le parcours du corps de Blois. Saint-Denis, je ne connaissais pas le parcours et ça m'a intéressé. En Chine, on n'a jamais séparé le corps et le cœur. C'est quand même intéressant de savoir ce qui se passe en France, votre culture. L'exposition est présentée au château royal de Blois jusqu'au 6 avril. Elle rejoindra ensuite le château des Ducs de Bretagne à Nantes. Les amis, on va tout de suite trouver l'exceptionnelle Elena Morna, qui tient sa langue depuis un moment parce que je sais qu'elle bouillonne d'idées pour essayer de nous faire connaître des choses sur la Bretagne que nous ignorons. Alors, on va commencer en chanson. La voilà la blanche hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà. Joue de la guitare. Qu'est-ce que tu te grattes bien la couenne? C'est magnifique. Un grand moment de télé, Elena Morna. J'ai laissé ma guitare dans le coffre de la voiture. Non mais c'est la mandoline. Ça ne marchera jamais cette erreur. Du grattage de ventre. Bien. On passe à la question. Comment l'hermine est devenue l'emblème de la Bretagne? Est-ce que vous savez? Dans le public, si vous savez répondre, vous pouvez lever le doigt. Je dirais pas. Moi, j'avais entendu une Yann. histoire. Alors, Yann. Yann, à toi l'honneur. Alors, Yann. La duchesse est à la chasse avec son garde-chasse. Une hermine traverse la route. Le garde-chasse veut la tuer.
Non, dit la duchesse Anne, épargnez-la, car elle a vu l'Hermine retourner vers le bord souillé du chemin. L'Hermine fait face, et la duchesse Anne se dit, elle préfère la mort à la souillure. Et ça devient l'emblème de la Bretagne et du royaume de Bretagne à cette époque. Mieux vaut la mort que la souillure. Et c'est toujours l'emblème de la Bretagne. Et c'est même depuis le 13... Bravo. Et c'est même depuis le 13e siècle. C'est même depuis le XIIIe siècle, en fait, qu'elle est l'emblème de la Bretagne, lorsque les Bretons ont voulu se démarquer du royaume de France. Ils se sont dit, le roi, il a le lys, nous, on prend l'Hermine. Mais tu parles pas comme les Bretons, là. Attends. Voilà, effectivement. Il ne pas du tout, hein, franchement. Ouais, c'est dans les banlieues, là. Ouais, et alors, voilà comment l'Hermine est devenue, cet animal pur et blanc, est devenu effectivement l'emblème de la Bretagne. Une autre question. Maintenant, je vous emmène pas très loin, juste en face, sur la presqu'île de Rhuys, dans une petite commune, la commune de Sarzeau. Cette commune, une baignoire, a fait la fortune de la paroisse de cette commune. Qu'avait-elle de si particulier, cette baignoire? Elle était en cuivre. Non. Elle était en granit. Non. Est-ce que c'est la matière qui compte? Non. C'est un personnage célèbre qui est mort dans cette baignoire. C'est pas Marat? C'est Marat, bravo Vincent. Jean-Paul Marat, le révolutionnaire, effectivement poignardé par Charlotte Corday en 1793. Et alors, cette baignoire, un siècle plus tard, elle a été achetée par le musée Grévin. Quel rapport avec Sarzeau? Eh bien, en fait, c'est le curé de la paroisse qui en avait hérité. Ah bon? Et connaissant l'origine de cette baignoire, il s'est dit, je vais la vendre. Et il l'a vendue effectivement au musée Grévin. Et avec l'argent, il n'a pas édifié la basilique de ses rêves qu'il voulait vraiment, mais une école pour filles qui existe toujours, l'école Sainte-Anne et le collège Sainte-Marie. Voilà comment la commune de Sarzeau est devenue riche grâce à cette baignoire. Je précise que Marat ne prenait pas un bain comme on se lave aujourd'hui. Il souffrait des écrouelles, c'est une maladie de peau terrible, une sorte d'eczéma géant qui le démangeait énormément, donc il vivait dans son bain. Et aujourd'hui, Charlotte l'a trouvé dedans. Ouais. Et aujourd'hui, la reconstitution au musée Grévin de l'assassinat de Marat, c'est avec la vraie baignoire dans laquelle il a été assassiné. Eh ben voilà, on en apprendra. Alors je vais vous demander, mes chers amis, parce que j'ai eu des appels nombreux par le téléphone, Internet, Twitter et le public, on va remettre la Blanche Hermine parce qu'on veut te revoir danser tel que tu as un tel style. Ah ouais. La voilà la Blanche Hermine, vive fougère et clisson. C'est magnifique. J'ai envie de... Où allez-vous, camarades? Tu nous donnes envie de chanter, tu nous donnes envie de danser, tu nous donnes envie d'être breton. C'est magnifique. Voilà. Merci Elena. Soyons bretons.